47 ans aujourd'hui. Martin Luther King disait « J'ai un rêve. J'ai le rêve qu'un jour mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais plutôt pour leur caractère. » I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. 18h02, salut, bonsoir, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est Christian Page. Bon vendredi! Salut Yannick. Écoute, je viens de remarquer qu'on a changé un petit peu l'introduction. Ouais. Hein? Le budget, mon ami, c'est ça, avoir du budget. De l'huile de bras, puis du budget. C'est fantastique. Est-ce que t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Bon. On a un petit extrait des commentaires qu'avaient fait les pilotes lorsqu'ils avaient observé les fameux pilotes. On en a souvent parlé de ces fameux vidéos tournées en 2004 et en 2014-2015 pour des séquences vidéo à partir d'appareils des chasseurs de l'armée américaine, en fait de la US Navy, qui ont filmé des ovnis. Et là, en fait, ce qu'on entendait, c'est les commentaires d'un de ces pilotes qui disait l'objet va à l'encontre du vent, puis se déplace à telle vitesse. On voit un peu la surprise dans le ton du pilote. C'est intéressant. Oui, peut-être qu'on te réserve d'autres surprises. Qui sait? Peut-être. Qui sait? On travaille fort, hein? On travaille fort. Pas juste toi qui travaille fort. Non. D'ailleurs, je fais un petit peu un mea culpa parce que juste avant d'entrer en autre, je te faisais remarquer que j'avais sur ma page perso annoncé le sujet de l'émission de ce soir, mais j'ai complètement omis de le faire sur le site du 98.1. Ouais. J'allais donner l'indicatif d'une autre station. 98.5 à Montréal. Oh oui! Mais donc c'est ça. Donc le sujet de ce soir, on va parler un peu d'archéologie. Oui. Écoute, c'est intéressant. Je prends une minute pour te dire ça. On va avoir une entrevue avec Faustine Boulay. Et elle est historienne de l'art et elle est la présidente d'une toute jeune association en France qui s'appelle l'Association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie. Donc, c'est un mouvement de gens qui œuvrent dans le domaine académique de l'histoire, qui ont décidé de se regrouper et d'essayer de remettre les pendules à l'heure avec tout ce que l'on voit qui circule, notamment sur les médias sociaux, faux documentaires. On a la même chose ici au Québec. Les Français semblent préoccupés par ça, mais on devrait nous aussi se préoccuper de ça parce que on est en train un peu de faire de l'histoire fiction, si je puis dire, avec des séries comme Nos ancêtres les extraterrestres, puis ce genre de truc qui est excessivement populaire, mais qui malheureusement on travestit l'histoire quand on fait ça. Donc Faustine Boulay, elle est très sympathique, très appréciée en France. J'étais content de l'avoir comme ça en entrevue. Ça a été une très très longue entrevue que j'ai fait avec elle, qui a duré plus d'1 heure, en fait pratiquement 1h30. On fera pas entendre ça aux gens ce soir d'un seul coup, mais je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait avec elle. Donc dans un premier temps, on a parlé de l'association, on a parlé un peu de la position des gens comme elle qui viennent du milieu académique et quelle est leur perception de voir cet intérêt, c'est vrai, tout à fait nouveau que les gens développent pour l'histoire ancienne, ce qui en soi est bon. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai lu les ouvrages d'Eric von Daniken, qui est notamment en présence des extraterrestres, qui est excessivement mauvais, là. Écoute, c'est du n'importe quoi sur le plan historique, là. Valeur académique et historique de cet ouvrage-là, un gros 0. Mais ça m'a éveillé à ces anciennes cultures, à ces anciens pays, ces anciennes civilisations disparues. Et n'eût été les ouvrages d'Eric von Daniken, je me serais peut-être jamais intéressé aux Incas, aux Mayas ou aux gens de l'Égypte antique. Tu comprends? Oui. Donc, il y a eu ça, il y a ça de bon. Il n'y a pas que du mauvais.
tout ça a attiré mon intérêt pour ça. Et c'est exactement la même chose qui se fait notamment sur les médias sociaux, sur des réseaux comme YouTube, par exemple. On voit une multiplication de documentaires sur les pyramides, tout ça. Il faut quand même être très prudent parce que souvent, l'information qui est véhiculée essaie de nous vendre du rêve, de nous faire croire à des mystères qui n'en sont peut-être plus. Donc, à ce niveau-là, il faut être excessivement prudent. Mais d'un autre côté, moi, je trouve ça intéressant de voir ce soudain intérêt que les gens vont développer pour les civilisations antiques, l'Égypte de l'Antiquité, tout ça. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai parlé avec Faustine Boulay de cet intérêt nouveau. En fait, nouveau, c'est plutôt une réapparition de cet intérêt-là, parce que ça a été très, très populaire dans les années 70. Et en même temps aussi, bien sûr, de quelle façon, dont les médias, que ce soit les médias entre guillemets mainstream ou que ce soit les médias sociaux, de quelle façon on déforme l'archéologie ou l'histoire et qu'est-ce que l'on doit faire pour essayer de ramener un peu la barre. Donc ça, c'est ce qu'on va entendre ce soir, cette conversation. Mais avec Faustine Boulay, écoute, j'avais la chance d'avoir cette sympathique chroniqueuse là avec moi. J'ai dit, on va faire une expérience. Moi, et comme probablement beaucoup d'auditeurs, on a vu à travers les années passer dans des ouvrages ou même dans des magazines toutes sortes de peintures, des tableaux dont la plupart datent de la fin du Moyen Âge ou au début de la Renaissance, notamment beaucoup d'œuvres religieuses, où on voit des objets mystérieux dans le ciel. Donc, tu peux voir en premier plan, par exemple, la Vierge et l'enfant Jésus, et là, soudain, derrière, dans le ciel, on voit une espèce de disque lumineux avec des rayons autour qui nous font penser, avec nos yeux d'hommes du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, ce qui nous fait penser un peu à des vaisseaux spatiaux. Et là, évidemment, beaucoup ont capitalisé sur ces histoires-là en disant, oui, voici une toile du 16e siècle, du 17e siècle, on voit un objet dans le ciel. Est-ce que les anciens ou est-ce que les gens de la Renaissance ont vu des ovnis et ont essayé de le reproduire dans des tableaux? Est-ce que c'était de la pareidolie? Alors, ce que j'ai fait avec Faustine, écoute, et on va se faire donc une émission interactive prochainement, je vais mettre sur le site de Radio X les 7 ou 8 tableaux qui ont servi à notre discussion, que je vais numéroter de 1 à 8, ou de 1 à 10, là, je ne me rappelle pas exactement le nombre. Donc, les gens pourront télécharger ces images ou d'aller directement sur le site et ainsi suivre notre conversation. Donc, je vais parler avec Faustine. Parlons du tableau numéro 1. On va donner son historique un peu, ce que l'on y voit. Donc, les gens qui auront téléchargé l'image ou qui seront en direct sur le web et qui pourront voir les images sauront exactement de quoi on parle comme tableau. Et Faustine va donner un peu l'historique du tableau, va donner quelques informations sur le peintre et ce que l'on voit, hein, parce que la pensée de ces artistes du 16e, du 17e siècle n'était pas la même pensée que nous, on a. Et on va découvrir là-dedans des trucs, tu vois, qui sont vachement le fun. Et donc ça, je vais faire ça peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir. Donc, je vais présenter cette partie de conversation où j'ai fait cet exercice avec Faustine Boulay, donc d'essayer de décanter certains grands tableaux qui ont marqué l'histoire de la Renaissance et qui sont associés aussi à des apparitions d'ovnis. Mais ce soir, on va simplement se contenter avec Faustine de parler de ces dérives archéologiques auxquelles on assiste malheureusement à travers les médias sociaux, YouTube, et elle va nous donner un peu son impression en tant qu'historienne de l'art, de quelle façon on fait ça, et en même temps aussi, il y a des conséquences pour le patrimoine culturel de ces sociétés dont on pille les trésors archéologiques, hein, tu comprends? Si tu t'en vas dire que ce sont des extraterrestres qui ont construit les pyramides d'Égypte, ben, tu viens de spolier les Égyptiens des pyramides. Tu comprends? Tu viens de te dire, oups, c'est pas vous autres qui a fait ça, c'est quelqu'un d'autre. Fait que là, il y a comme une espèce de sentiment d'appropriation malsaine de ces grands trésors archéologiques qu'on va attribuer soit à des civilisations disparues comme les Atlantes ou encore à des extraterrestres. Donc, c'est un peu toute cette préoccupation que les historiens, les archéologues, les spécialistes de l'art ont, et qu'il, à travers cette association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, essaie de remettre un peu les pendules à l'heure. J'ai l'impression, Christian, parce que depuis le début qu'on fait Radio X-Files, on en parle, on en a même parlé quand tu faisais des chroniques avec nous au départ, le soir. J'ai l'impression que tout ça tend à changer avec le coronavirus, avec les présidentielles américaines qui s'en viennent, avec les fameuses histoires de fake news. De plus en plus, Facebook commence à censurer certaines publications en disant « Attention, dans
dans cette publication-là, il y a des erreurs de fait. Oui. Est-ce qu'un jour, on va avoir des émissions comme Ancêtres et les extraterrestres? Parce que je trouve ça quand même divertissant. Mais est-ce qu'on va devoir être obligé de mettre un panneau en disant « ce n'est qu'une œuvre de fiction », ça serait bien de le faire. Oui, ça serait peut-être bien de le faire. Je ne crois pas qu'on doive enlever le rêve. Le monde, on a besoin d'une espèce de monde enchanté. C'est un peu pour ça que toutes ces histoires de fées, de farfadets, d'ovnis, de fantômes existent. Certaines de ces histoires sont peut-être vraies, certaines méritent à coup sûr un intérêt scientifique, une étude rigoureuse, mais en même temps, il y a à travers ces histoires-là, ça nous fait rêver. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux histoires d'ovnis dans les années 70, et avec ça, par ricochet, je me suis intéressé aux maisons hantées, les fantômes, ça fait rêver. Moi, j'étais adolescent, jeune adulte, je rêvais de ces histoires-là. Le monde, parfois, il est déprimant. Et toutes ces histoires créent une espèce d'environnement, un aura qui est tout à fait fantastique. D'un autre côté, c'est sûr que quand on voit des émissions comme Nos ancêtres les extraterrestres, dans un réseau comme Historia, c'est sûr qu'on peut se questionner. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un réseau comme Historia doit d'abord focaliser sur des faits historiques vérifiés et vérifiables. Alors que Nos ancêtres les extraterrestres, c'est non seulement une déformation, mais on travestit l'histoire. Et on nous présente ça dans un réseau qui, en fait son capital sur l'histoire. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Je pense que sans censurer ces émissions, on doit d'abord dire aux gens que ce sont des émissions qui ne reposent pas forcément sur des données rigoureuses, qui n'ont pas nécessairement l'assentiment de la communauté des historiens, des archéologues, mais en même temps aussi, je pense qu'on se doit de faire de l'éducation. Donc, et moi, j'ai toujours eu très confiance là-dedans, c'est-à-dire que c'est l'éducation, et je suis content qu'on fasse cette émission de Radio X-Files, parce que je sais que ça fait pas ce que l'on dit ne fait pas plaisir à tout le monde. Souvent, il y a des coïts interrompus, mais je pense qu'à travers l'éducation, ça permet aux gens d'avoir une vision plus pondérée de ce qui est présenté dans les grands médias. Et en particulier lorsqu'il est question de phénomènes paranormaux, étranges et mystérieux. Donc, le choix maintenant de Facebook, par exemple, de censurer des fausses informations, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, ça ne peut être qu'un bon début. Donc, de censurer du n'importe quoi, fake news, etc. On comprend qu'au moment où on se parle, il y a énormément d'intérêt autour des théories du complot et du COVID-19. Encore cette semaine, il y avait des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire, on a l'impression qu'on est toujours en train de parler du COVID-19 et des théories du complot. Monsieur Page, on a hâte que vous reveniez à des histoires paranormales et fantastiques. Et j'avoue, Yannick, que c'est mon intérêt premier. C'est moi, le COVID-19 et les théories du complot, là, j'en ai un peu plein le pompon. Mais je comprends qu'il y a actuellement un intérêt accru des médias pour ce genre de sujet. Donc, c'est pour ça que je me livre bien à la gymnastique de répondre aux questions des médias. Mais j'ai mauditement hâte que tout ça soit derrière nous pour que je puisse revenir à mes premiers amours, qui sont d'abord les énigmes historiques et les grands mystères là, qui nous fascinent. Mais bon, et ce que fait maintenant Facebook en censurant les fausses informations, les fake news concernant le COVID-19, ben, j'ose espérer que cet algorithme va rester après le COVID-19. Donc, qu'après, il y aura une espèce de plus grande vigilance sur l'information qui circule sur les médias sociaux, qui sont, faut pas se le cacher, c'est devenu un peu une plaie, les médias sociaux. On va en reparler un peu parce que il y a des trucs qui sont complètement fous. Des fois, tu te dis, on est en train vraiment de vivre une période qui est tout à fait incroyable et tout le monde, sur les médias sociaux, ils vont de leur part d'interprétation. Ah oui. Et il y a des conséquences à ça. Tu sais, il y a des conséquences. Tu peux pas arriver puis dire n'importe quoi. Et là, ben, les gens adhèrent à ça. Bon, c'est un peu malheureux, mais donc espérons qu'après le COVID-19, ces mesures, je dirais pas de censure, mais ce sont plutôt des mesures de filtrage, parce que les gens vont dire « Ouais, la censure, ça fait partie du complot. » Non, c'est pas tant une mesure de censure qu'une mesure pour filtrer l'information, pour s'assurer que l'information qui est donnée aux gens soit une information qualitative et qui soit basée sur des données pertinentes et des recherches qui ont été reconnues par les pairs, tu vois. Passons maintenant à l'actualité de la semaine. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là dans le secteur de Charlevoix, le fameux Café des artistes, où le propriétaire, a décidé de changer
le signe de son enseigne et certains ont vu en cette enseigne-là un signe pédosataniste. Ah oui, tu vois, ça c'est un peu quand je te disais là, qu'on est en train de vivre des périodes qui sont un petit peu étonnantes et ça devient complètement fou. Ben ça, c'en est un bon exemple. Tu le mentionnes, hein, c'est à Baie-Saint-Paul, c'est dans Charlevoix. Ouais. C'est ce propriétaire du Café des artistes dont le logo est un C et un A entrelacés. Et là, soudain, à cause, bien sûr, des médias sociaux, ces gens-là, je veux dire, j'assume ce que je dis, mais ces gens-là souffrent de problèmes mentaux, là, c'est quand même rendu grave. Ces gens-là sont arrivés en disant, voilà que le logo en soi de ce commerce-là, qui jouit d'une très, très bonne réputation dans ce petit coin-là. Moi, je connais des gens de, disons-le, du 98.5 qui ont de la parenté dans la région de Charlevoix et vont souvent dans ce petit café et non que des éloges. Et là, soudain, des gens voient que le logo, ce C et le A entrelacés, il y a quelques années, le FBI, à travers l'étude ou la recherche sur les cybercrimes qui concernaient notamment les pédophiles, ont noté que certains groupes pédophiles s'identifiaient avec des symboles, des images, des mots, et parmi les symboles utilisés, il y en avait un qui ressemble vaguement à celui du Café des artistes. Donc une espèce de C qui est à l'intérieur, une espèce de spirale qui forme un A. Et il a fallu cette vague ressemblance pour que là, soudain, sur les médias sociaux, des espèces d'hurluberlus se mettent à pointer du doigt ce commerce. Et là, on s'imagine le pauvre homme en découvrant un matin sur sa page Facebook de son commerce tous ces commentaires négatifs, ces menaces où on l'accuse d'être un pédophile parce qu'il vend du café et parce que son logo ressemble vaguement à une publication il y a quelques années qui date du FBI. C'est vraiment du n'importe quoi. Écoute, on n'est pas les seuls à vivre ça. Hein? À Paris, par exemple, il y a quelques jours, il y a un restaurant dans le 6e arrondissement à Paris qui s'appelle Pizza Girl. Et c'est assez étonnant parce que le propriétaire de Pizza Girl a acheté le commerce il y a une trentaine d'années, le commerce qui avait déjà pignon sur rue et qui s'appelait déjà Pizza Girl. C'est un commerce où on se spécialise dans les pizzas en tout genre. Donc, si tu rentres dans le commerce, et ce menu-là, il est vieux de 30 ans, là. Donc, si tu rentres dans le commerce et tu consultes le menu, ben, tu as la hawaïenne, la pizza, la mexicaine, tu as la française, tu vois. Donc, on a donné des noms à différentes garnitures qui vont sur les pizzas. Ben, crois-le ou non, depuis quelques jours, le propriétaire de ce fameux restaurant, le Pizza Girl, est la victime de toutes sortes de menaces, de commentaires négatifs, sinon orduriers, parce que les adeptes des théories du complot croient que derrière la pizza hawaïenne et la mexicaine se cachent des jeunes filles mineures qu'on aurait amené en France pour participer à un trafic d'humains, c'est mais vraiment n'importe quoi. Le monde est-il devenu fou à ce point? Et j'avais cet après-midi un échange avec Jocelyn Keller, qui a participé à plusieurs émissions, et Jocelyn me disait, mais jusqu'où ça va aller avant qu'on les arrête, tu sais? Et malheureusement, au nom de la liberté d'expression, on doit encaisser ce genre de dérives qui sont complètement folles. J'essaie de me mettre dans la peau de ce commerçant de Baie-Saint-Paul qui, soudainement, il fait son petit commerce et on sait que les commerces, notamment ce petit commerce de café, restaurant, bar, on le sait que durant la crise de la COVID-19, ils ont écopé, mais plus qu'à leur tour. Et là, voilà qu'ils sont pointés du doigt pour faire du trafic de pédophiles, tout ça. C'est complètement fou. Écoute, j'ai été voir les commentaires sous un des articles qui avait été écrit sur le site Facebook de la presse. Et il y a des gens qui disaient « Ouais, il y a de l'air à avoir un grenier avec une fenêtre là, sur cette bâtisse-là. C'est une belle place pour cacher des enfants. » Ah, écoute, c'est fou. Et ce qui est un peu surprenant, ça m'amène un peu à cet autre aspect de l'actualité que je voulais te parler. On l'a vu cette semaine, des événements tout à fait terribles aux États-Unis, cette espèce de fusillade avec un jeune de 17 ans qui a tiré sur des manifestants. Et tout ça nous ramène sur le devant de la scène. Puis là, je sais que je suis encore en train de parler des théories du
complot, tout ça. Mais malheureusement, c'est ce qui occupe l'actualité et on fait un bulletin d'actualité. Ce qui est un peu surprenant, bon, il y a dans cette histoire, il y a ce qui revient sur le devant de la scène, c'est l'histoire des QAnon. Et ces histoires de QAnon, j'en ai moi-même déjà parlé à Radio X. Il y a quelques jours, pour le nommer, mon collègue Patrick Lagacé au 98.5 a fait une série d'entrevues où il parle de ces histoires de QAnon. Pour les gens qui nous écoutent, si vous ne savez pas ce que c'est QAnon, mais vous avez certainement entendu le mot passer. Donc, je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été abondamment couvert par les médias, mais disons que QAnon, c'est une source, hein, c'est un individu non identifié qu'on appelle Q, et Anon, c'est comme les Alanons, hein, les alcooliques anonymes, donc c'est la première syllabe de anonyme qu'on accole à cette source qui est Q. Donc les QAnon, ce qui veut dire textuellement les supporters de Q. Qui est ce mystérieux Q? On ne le sait pas. Il apparaît là, à peu près en même temps que les élections présidentielles de Trump il y a 4 ans. Et il se présente, ça peut être un kidam là, dans son sous-sol là, avec des bas de laine. Tu sais, là, je veux dire, on ne sait pas c'est qui ce type-là. Il utilise des sites Internet où on ne peut pas remonter jusqu'à son adresse IP. Il est donc un anonyme et il fait quelques communications. Puis aujourd'hui, il n'est pas certain que le Q de l'époque soit le même Q qu'aujourd'hui. Tu comprends? Il est possible que des gens ont pris le train en marche, là. Donc, ce Q, au départ, se présente comme un individu qui est haut placé dans l'administration américaine. Il nous dit pas qui il est, mais il semble dire qu'il bénéficie d'une espèce de clairance, là, si je peux dire, un passe-droit, un laisser-passer pour des grandes agences américaines. Est-ce que c'est la CIA, la NSA, l'armée, on ne le sait pas. Et là, il dit, et là, le discours devient excessivement complotiste. Il raconte que Trump, parce qu'on est à ce moment-là aux élections de Trump, il dit, le président Trump, il va arriver sur la scène politique, il va être un sauveur. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner que certains spéculent en disant que Trump est peut-être Q lui-même, mais quoi qu'il en soit, ce Q dit Donald Trump va arriver sur la scène politique, il est un sauveur. Et là, Q ajoute que l'administration américaine, elle est pourrie de l'intérieur, et ça depuis un grand nombre d'années, parce qu'il appelle le Deep State, l'État profond. Et dans cet État profond, il est composé majoritairement de pédophiles satanistes. Donc là, tu vois venir de nos fameux pédophiles satanistes, c'est ramené sur le devant de la scène. Et là, c'est pour ça qu'on voit soudainement ces accusations qui arrivent à gauche et à droite. Visiblement, ce sont des gens qui sont influencés par cette histoire d'État profond contrôlé par des pédophiles satanistes. Ce que je veux dire à ce sujet-là, Yannick, c'est quand même curieux de voir cet événement-là. Bon, d'autres chroniqueurs radio en ont parlé, mais tous semblent avoir oublié un élément qui est important, c'est que c'est pas la première fois que l'on voit ça. Le phénomène de QAnon qui dénonce des pédophiles satanistes au sein du gouvernement, en fait, c'est une reprise d'un événement qui s'est déjà passé dans les années 80. On a l'impression qu'on a oublié cet événement-là, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Donc, on est au début des années 80. Il y a un livre. Je ne veux pas réduire tout cet événement-là à un seul livre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le livre va être une amorce. Ce livre, pareil, il est publié en 1980. C'est une histoire d'un psychologue qui a mis sous hypnose une de ses patientes. Ça se passe à Victoria, sur l'île de Vancouver. Donc, on a une femme qui s'appelle Michelle Smith, qui a plusieurs problèmes de comportement, des problèmes d'anxiété. Elle va donc voir son médecin, son psychologue, qui décide de la placer sous hypnose parce qu'il croit que ses comportements pourraient être dus à des expériences négatives, sinon traumatisantes, remontant à sa jeune enfance. Il faut savoir aussi que dans ces années 80, on met énormément d'emphase et on donne des vertus tout à fait extraordinaires à l'hypnose. Hein? On croit que sous hypnose, on peut ramener des gens dans leur vie passée qui peuvent raconter des détails très importants autour de ça. On peut ramener des souvenirs oubliés de l'enfance. En fait, l'hypnose est presque considérée comme un sérum de vérité. On est dans les années 80, c'est quelque chose qui est très répandu dans le domaine de la psychoanalyse. On sait aujourd'hui, Yannick, que tout ça, et je vais le dire pour que les gens comprennent bien, c'est de la foutaise.
c'est de la merde. Hein? On le sait, toutes les recherches qui ont été menées en hypnose ont clairement démontré que sous hypnose, non seulement tu ne racontes pas la vérité, ça sert absolument à rien au niveau de la mémoire. La seule chose que ça fait, c'est que tu te trouves dans une espèce d'état qui est proche du sommeil et ton cerveau se met à fantasmer et à raconter n'importe quoi. Donc, faut pas s'étonner que des gens sous hypnose aient raconté qu'ils avaient été agressés par le diable, enlevés par des extraterrestres ou n'importe quoi. Sous hypnose, ça veut pas dire qu'aucune de ces histoires-là n'est vraie. Mais sous hypnose, le cerveau a tendance à fantasmer. Ici, la grosse problématique, et on l'a bien compris, c'est à partir de ce moment-là, donc Michelle Smith va raconter sous hypnose que dans sa jeune enfance, elle avait 2-3 ans, elle aurait été abusée sexuellement par ses parents et ses grands-parents qui faisaient partie d'une secte satanique. Alors, le médecin traitant, Lawrence Pazder, d'ailleurs, on peut toujours se questionner sur l'éthique ici parce que Lawrence Pazder était marié à ce moment-là, Michelle Smith également. Les deux vont divorcer de leurs époux respectifs et vont se marier. Donc, c'est le psychologue qui marie sa patiente. On peut toujours se questionner. Quoi qu'il en soit, en 1980, et je le dis bien là, il y a tout un mouvement social derrière ça. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est peut-être l'élément le plus apparent. En 1980, ils vont publier ensemble un livre qui s'intitule « Michelle Remembers ». Michelle se rappelle. Et là, à partir de là, ce livre est un gros succès de librairie partout en Amérique du Nord. Et les gens se mettent à lire ce livre-là. Et ils ont l'impression, ils se disent « Moi aussi, j'ai des problèmes d'anxiété, des problèmes d'angoisse. Est-ce que je n'aurais pas, moi aussi, été victime d'agressions sexuelles dans ma jeune enfance? » Et là, soudainement, ces gens se mettent à aller voir des thérapeutes qui souvent s'improvisent thérapeutes, les placent en état d'hypnose. Et bien sûr, là-dedans, il y a des gens qui sont membres de groupes fondamentalistes religieux. Et là, on se met à mettre ces gens-là sous hypnose et tous, bien sûr, racontent des abus épouvantables aux mains de sataniste, ça dégénère, ça va jusque dans les écoles, on interroge les enfants, est-ce que les professeurs t'ont parlé de ça? Et là, les enfants se mettent à raconter des récits tout à fait incroyables, qu'ils ont été abusés par des professeurs satanistes, et là, c'est ce qui va s'appeler la peur satanique qui s'installe aux États-Unis. Les satanistes sont partout, hein, ce sont tous des pédophiles, ils ont infiltré le gouvernement, les centres de la petite enfance, les écoles, ils sont partout. D'ailleurs, le procès le plus coûteux de l'histoire des États-Unis est l'un des procès associés à ces affaires-là. C'est le procès de l'école McMartin aux États-Unis, une école pour enfants, où là, on s'est mis à prétendre que tous les professeurs étaient des satanistes. Et là, évidemment, on interrogeait les enfants, on lui mettait littéralement des mots dans la bouche. Et là, bien évidemment, les enfants, tu sais, si tu me dis que tu as joué à touche pipi avec le professeur, je vais te donner des bonbons. Le petit gars dit, bien sûr que j'ai joué à touche pipi avec le professeur. Et donc, il va y avoir un procès épouvantable, même s'il y a des trucs là-dedans qui sont aberrants. Là. Des enfants vont dire, notamment, quand on leur montre des photos, il y a des enfants qui vont identifier, on va dire, ah ouais, un des pédophiles à qui j'ai joué à touche pipi, c'est l'acteur Chuck Norris. Ça aurait dû soulever une question, là, mais ça le fait pas. Et donc là, ça se répand à travers les États-Unis à un point tel que le FBI va être saisi d'une investigation parce que là, on dit, on est des satanistes pédophiles, ces gens-là tuent des enfants, 50 000 bébés par année seraient immolés au nom du diable. Alors, on fait une enquête. Et on découvre qu'il n'y a rien là-dedans. C'est de la foutaise, là. Les spécialistes dans la mémoire disent, ça vaut rien, ça, l'hypnose. Il y a des familles qui vont être brisées, des enfants qui seront retirés de leur famille. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi des satanistes pédophiles? Pourquoi? Bien, en fait, on est dans une culture nord-américaine. Donc, dans cette culture nord-américaine, qui a été très liée au christianisme, tu ne peux pas diaboliser davantage un ennemi en le traitant d'autre chose qu'un sataniste. Tu comprends? Le bon Dieu, Jésus, tout ça, c'est sur ça que la culture occidentale s'est développée. Or, si tu pointes du doigt quelqu'un et tu dis ça, c'est un sataniste, il est vraiment à l'autre bout du spectre. Sur le plan spirituel, il est à l'autre bout du spectre. Et sur le plan social, dans presque tous les pays du monde, heureusement, les crimes contre les enfants sont épouvantables. On peut pardonner un voleur de banque, on peut pardonner un assassin, mais on ne pardonnera pas à quelqu'un qui a commis un crime contre des enfants. Donc, si tu dis que ton adversaire est un sataniste pédophile, c'est le fond du tonneau.
Tu peux pas aller plus bas que ça. Et c'est amusant de voir, amusant entre guillemets bien sûr, de voir comment cette peur satanique s'est installée en 1980 à partir d'un ouvrage et d'un espèce de mouvement social de libération, particulièrement des femmes, hein, parce que les femmes quittaient la maison pour aller travailler. C'était des méchantes mères. Elles confiaient leurs enfants à des centres de la petite enfance, et les centres de la petite enfance sont aux mains des satanistes pédophiles. Donc tu vois un peu tout le contexte là-dedans, lié à la fois aux libérations sociales, libération des mœurs, et bien sûr le fait que on se met fondamentalement à accuser des pédophiles satanistes. Et malgré les enquêtes, malgré les recherches qui ont été menées à cette époque, qui avaient démontré qu'il n'y avait absolument rien là-dedans, là, zéro peine de mort, rien du tout. Et là, on s'est dit, on a mis ça derrière nous. Et là, tout d'un coup, arrive QAnon, Donald Trump et le retour des satanistes pédophiles. Écoute, c'est pathétique. J'ai pas d'autre mot de dire, mais c'est pathétique. Écoute, on nous ressort une vieille affaire qui avait déjà eu lieu il y a 40 ans, oui, qu'on avait clairement mis derrière nous en se disant, il n'y avait rien là-dedans. Puis, je me rappelle, il y avait un agent du FBI qui me disait, quand on parlait de ces satanistes pédophiles, pourquoi des satanistes et pourquoi des pédophiles? Bien sûr, les satanistes, c'est au bout du spectre religieux. Les pédophiles, parce que c'est les crimes contre les enfants, mais il y a un autre élément derrière ça. On disait que les gens qui s'adonnaient qui étaient les méchants satanistes pédophiles, faisaient des activités pédophiles pour financer leurs activités sataniques. Donc, on prend des enfants, on fait des films pornographiques ou on fait des snuff movies. Hein. Un snuff movie, c'est commettre des actes de torture, sinon de meurtre devant la caméra. Et là, on dit, on fait ces crimes-là sur des enfants, c'est des méchants pédophiles, on fait ces crimes-là et on finance nos activités. Et un agent du FBI me disait, c'est d'une absurdité totale parce que dans la réalité, qui regarde des snuff movies? Qui regarde des films pédophiles? 1% de la population? 2% de la population? Mais en revanche, 98% de la population regarde de la pornographie adulte. Tu comprends? Donc, si je veux faire de l'argent, je vais aller regarder du côté des vedettes pornographiques adultes. Ça vend, ça marche. Puis en plus de ça, c'est légal. Donc, il y a une absurdité de s'imaginer qu'on faisait des films pédophiles, snuff movies, pour financer des activités. Écoute, c'est un peu comme si tu me dis, je vais ouvrir un restaurant, je vais vendre de la crème glacée, mais ça va être de la crème glacée rhubarbe et brindisi. Tu as bien moins de chances d'en vendre que si tu vends de la crème glacée à vanille. C'est clair. Tu sais, il y a comme une absurdité là-dedans qui nous frappe. Et on se dit, ça n'a pas de bon sens que des gens continuent d'adhérer à pareille ineptie. Et pourtant, puis pourquoi je prends parole ce soir? Parce que il y a des victimes. C'est pas simplement innocent. Ce commerçant à Paris, ce commerçant à Baie-Saint-Paul sont des victimes collatérales de cette absurdité, de cet état profond de pédophile sataniste qui n'est rien d'autre qu'un vieux mythe qui circule, qui revient de manière cyclique, qui est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des gens, le spectre de quelque chose de méchant, c'est tout à fait désastreux. Qu'est-ce qui fait que ça pogne autant, ces affaires-là? Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, moi, qui fait résonner certains trucs chez les gens? Je pense que à la fois, tu comprends, tu joues sur deux tableaux. Là. Si tu es du genre à être plutôt religieux, d'avoir une espèce de tendance d'ordre, des tendances spirituelles, évidemment, si tu vis en Amérique, il y a de fortes chances que tu sois chrétien. Hein? Ouais, n'ayons pas peur des mots, l'Amérique, c'est l'Amérique blanche chrétienne, des gens bien nantis, là, c'est ça l'Amérique. Donc là, soudain, t'arrives avec ces fameux satanistes, donc ils sont bien sûr l'ennemi. Donc ça fait résonner une corde, et comme je l'ai mentionné, cette histoire d'enfant, là, si t'es un pédophile, c'est le pire crime que tu peux commettre. Donc là, si tu es moins porté vers la spiritualité, mais plus sur des préoccupations sociales, évidemment, personne ne peut accepter des crimes de pédophiles. Donc là, soudain, tu joues sur tous les tableaux, et comme les gens ont besoin de se raccrocher dans certains discours politiques, comme on dit souvent, on va vous donner nos opinions, mais en fait, les gens veulent adhérer à des opinions parce qu'ils ont de la difficulté à se faire des opinions. Alors là, tu leur en offres une sur un plateau d'argent qui à la fois va répondre à leurs besoins spirituels puis leurs besoins sociaux en trouvant un ennemi que tu arrives à diaboliser au maximum. Évidemment, si
je veux pas faire ici de l'élitisme, mais c'est sûr que les recherches qui ont été menées par le FBI dans les années 80 montraient clairement que les gens qui ont tendance à adhérer à des concepts comme ceux-là sont des gens moins éduqués, hein, parce que tout ça leur semble vraisemblable, alors que les gens plus éduqués vont porter des jugements beaucoup plus critiques. Et dans l'histoire du QAnon, dans l'histoire de Donald Trump, et encore là, je ne veux pas faire de l'élitisme, puis je ne veux pas faire du généralisme, mais c'est vrai que, rappelons-nous, quand Donald Trump a gagné les élections il y a 4 ans, il avait dit durant sa campagne électorale, « Moi, j'aime les gens peu éduqués. » Est-ce que tu te rappelles de ça? Pas du tout. Il avait lancé ça, il dit, « Moi, là, je suis le président des gens peu éduqués. J'aime les gens peu éduqués. » Or, évidemment, ça a fait vibrer une corde parce que, bon, évidemment, les gens, le petit peuple, entre guillemets, s'est senti soudainement dans les bonnes grâces du président. Voilà un homme d'État qui s'adresse pas à une élite économique, scientifique, culturelle, mais il s'adresse à tout le monde. Et moi, ça vient me chercher. Mais malheureusement, quand tu t'adresses à une communauté comme celle-là, bien évidemment, c'est plus facile de les mener en bateau parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous les outils pour comprendre la portée des gestes, la portée des discours. Et quand tu arrives avec des pédophiles satanistes, ça, tout le monde comprend ça. On n'a pas besoin d'un cours à l'université pour savoir ce que c'est qu'un pédophile puis un sataniste. Donc, c'est un discours qui vibre. Je suis pas convaincu, par exemple, Yannick, qu'une situation comme celle-là, bon, il y a des dérapages. On le voit avec ce propriétaire de café à Baie-Saint-Paul. On le voit à Paris avec ce commerçant du Pizza Girl, du restaurant Pizza Girl. Mais je suis pas convaincu que de manière générale, c'est un discours qui prendrait ici au Canada ou même en Europe. Mais quand on regarde aux États-Unis, essaye de t'imaginer, par exemple, Justin Trudeau, qui à toutes les fois où il fait un discours à la télé, il terminerait son discours en disant « Et que Dieu bénisse le Canada ». Tu comprends-tu? On dirait, mais écoute, ce serait un peu à côté de la plaque. Rappelons-nous qu'on avait un politicien qui se disait guidé par la main de Dieu, et je sais pas si tu te rappelles de Claude Ryan. Ben oui. Écoute, combien de fois on l'a caricaturé, puis on s'est un peu moqué de lui en disant, Claude Ryan, guidé par la main de Dieu. Tu vois, il avait simplement fait dans une allocution cette référence, se disant qu'il était guidé par la main de Dieu, pour que ça lui vale à peu près tous les colibets que tu peux imaginer. Donc, tu comprends bien que le président, pas le président, mais le premier ministre n'irait pas jusqu'à dire que Dieu bénisse le Canada. Mais aux États-Unis, ça fonctionne. Il n'y a pas un discours, que ce soit par le président, que ce soit par des membres du Congrès, que ce soit par les républicains, les démocrates, peu importe. Les élus, quand ils font des discours, c'est souvent de dire « Oui, Dieu veut ça, in God we trust, que Dieu bénisse l'Amérique ». Il y a toujours un peu cette effervescence. Le discours, Dieu n'est jamais très loin du discours nationaliste aux États-Unis. Et c'est peut-être pour ça qu'une affaire comme la peur satanique, les méchants pédophiles satanistes, ça fonctionne bien aux États-Unis. Il y a des dérapages ici, on le sait, il y a même des animateurs de radio web qui se reconnaissent comme étant des supporters de QAnon et qui font bien sûr la promotion de cette philosophie un peu poubelle. Mais bon, c'est quand même, ça reste marginal, alors qu'aux États-Unis, cette marginalité de ces QAnon qui reprenaient cette histoire de peur satanique avec les satanistes pédophiles fait de plus en plus d'adhérents. Et là, on le voit, ce qui était somme toute tout à fait marginal au début, là, on le voit dans les campagnes, dans l'actuelle campagne présidentielle, dans les discours là où vote Trump, les supporters des républicains, on voit parmi eux des gens avec des chandails, des pancartes qui s'affichent ouvertement comme étant des adhérents de la théorie complotiste du Deep State de QAnon. Même si on ne sait pas c'est qui QAnon, et comme je l'ai dit, c'est peut-être un simple guignol chez lui qui a lancé ça, et d'autres personnes ont pris le train en marche. Mais c'est pas grave, ça fait des petits. Et ce qui est amusant, je le mets toujours entre guillemets, mais dans l'affaire de QAnon, c'est tellement vague que finalement, si tu es contre n'importe quoi
que tu as l'impression qu'il brime tes droits et libertés. Donc, toi, tu es contre le port du masque, tu es contre le port de la ceinture, tu es contre le recyclage des bouteilles vides, tu es contre le fait de tondre ton gazon le dimanche matin. Écoute, tu vas trouver dans QAnon quelque chose pour te réconforter. Donc, on réussit à travers un mouvement comme celui-là, à réunir sous une même bannière, un même parapluie, des gens avec des idéologies tout à fait différentes, mais qui, somme toute, ont des éléments, comment je pourrais dire, presque de paranoïa. Quelque part, il y a des ennemis qui leur en veulent, que ce soit des pédophiles satanistes, que ce soit des gens de l'extrême droite, des gens de l'extrême gauche, des blancs, des noirs, des jaunes, des Mexicains. Peu importe, QAnon est là pour toi. On va devoir faire une courte pause, cher ami. On a fait un bon bout ensemble. OK, parfait. On revient tout de suite. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 18h48, on est maintenant rendu au segment entrevue de cette émission avec Christian Page. On parle d'OVNI, cher ami. Oui, écoute, la semaine dernière, je t'ai parlé de ce fameux rapport publié par Chris Rutkowski. En fait, Rutkowski, c'est un ufologue de Winnipeg, au Manitoba. Il s'intéresse depuis les années 70 à la question des ovnis. Contrairement souvent à mes doléances quand je parle des gens qui manquent de rigueur dans le domaine de la recherche, que ce soit sur les ovnis, les fantômes et autres, Chris Rutkowski n'est pas de ce nom. C'est un individu très terre-à-terre, très méticuleux dans le travail qu'il fait. Il est indubitablement, c'est la référence en matière d'OVNI au Canada. Et donc, depuis 1989, il fait une collecte des observations de manière pan-canadienne et publie ses rapports. La première fois qu'il le fait en 1989, il y avait une centaine d'observations d'OVNI. Mais il faut dire qu'on était avant l'avènement des médias sociaux, donc son initiative était peu connue. Maintenant, médias sociaux aidant, l'initiative de Chris Rutkowski est partagée par un très grand nombre d'ufologues à travers le Canada. Et le nombre d'observations est à peu près de 1100 observations par année. Et donc, Chris Rutkowski a publié, il y a quelques semaines, les observations pour 2019. Et là, on a 849 observations d'OVNI rapportées au Canada en 2019, ce qui est surprenant. Et ça n'est pas la première fois que ça se produit de cette manière-là. Depuis quelques années, les observations québécoises sont prépondérantes dans le rapport. Et là, ici, on parle quand même d'à peu près 35% des observations colligées sur tout l'ensemble du territoire canadien proviennent du Québec. Ce n'est pas parce que les extraterrestres préfèrent la belle province au reste du Canada, mais peut-être parce qu'au Québec, on a des organisations, et une en particulier, qui est particulièrement active sur le terrain, et elle le fait depuis de nombreuses années. Ces gens-là font un travail, somme toute, correct, avec les moyens du bord, parce qu'il faut toujours se rappeler que ces organismes, ce sont des organismes amateurs. Ils n'ont pas de sous, ils ne sont pas financés par le gouvernement. Dans les grands pays occidentaux, il n'existe qu'une seule organisation qui est payée par le gouvernement, donc un organisme étatique, et il est en France. Il s'appelle le GEPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mais pour le reste, on parle essentiellement de groupes amateurs, et le groupe dont je te parle, qui est l'un des principaux fournisseurs de rapports d'observation d'OVNI pour le Canada, c'est un organisme québécois qui s'appelle l'Association québécoise d'ufologie. Et j'ai voulu un peu donner un peu le pouls aux auditeurs ce soir. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les observations d'OVNI au Québec sont plus importantes qu'ailleurs au Canada? Comment tout ça fonctionne? Et on a donc en ligne Ricardo Melfi, qui est l'un des cofondateurs de l'AQU il y a plusieurs années. Donc, je te le dis tout de suite, Yannick, je ne m'adresserai pas à Ricardo Melfi en appelant Monsieur Melfi. Il faut que tu saches qu'on se connaît depuis 40 ans. En fait, on se connaît depuis la sortie de l'université. Ça fait quand même... 30 ans, ça fait quand même très longtemps. Et donc, Ricardo fait partie, on était ensemble au tout début, donc au sortir de l'université, on est au milieu des années 80, fin des années 80, et puis voilà, il a suivi sa voie, il a adhéré à l'Association québécoise d'ufologie, il en est le cofondateur, mais aussi le directeur des enquêtes sur le terrain. Alors, Ricardo, bienvenue à Radio X-Files. Merci, mon ami Christian. Je suis bien heureux d'être là, à votre émission. C'est ça, moi et Christian, on se connaît depuis 30 ans. D'ailleurs, si je suis dans le domaine de l'ufologie, c'est grâce à Christian. J'ai beaucoup appris de lui, étant donné que j'ai eu à le suivre souvent dans ses enquêtes.
et comme on dit, à être conjointement avec lui pour enquêter. Bon, t'as gagné ton 20 $. C'est beau, merci. Dis-moi, Ricardo. On va faire ça plus convivial, là, on va pas... Dis-moi, Ricardo, l'AQU, ça existe depuis combien de temps et comment ça fonctionne sur le terrain? Est-ce qu'il y a un membership? Est-ce que les gens adhèrent à ça? Comment ça fonctionne? L'AQU, on l'a formé, l'AQU, moi et Gilles Milot, en 1997. Ça fait 23 ans qu'on existe. On avait 2 volets. L'AQU, on voulait avoir un volet social et un volet enquête. J'aime pas ça, enquête, puis ça fait officiel, puis étant donné qu'on est des gens d'un groupe civil, on n'est pas payé, on est bénévole, donc j'aime mieux une compilation d'informations à ce niveau-là. D'ailleurs, j'aime ce que tu dis là, parce que moi-même, je suis en train de terminer un livre sur les ovnis, et j'explique bien, en fait, que le mot enquête est souvent galvaudé par les groupes amateurs, parce que l'enquête, ça nécessite bien sûr de pouvoir avoir accès à toute l'information, que ce soit militaire, civil, gendarmerie, police. C'est des enquêtes officielles par des autorités, comment dire, qui sont, des autorités qui sont mandatées pour faire une enquête. Nous, on n'est pas mandaté par personne. On a pris notre mandat de faire de la compilation de l'information sur le phénomène des ovnis, tout simplement, depuis 1997. Mais on a un volet social également qui nous permet de rejoindre des personnes de tous les sphères de la société. Donc, c'est un microcosme de la société qui nous permet de recueillir des cas intéressants, pas nécessairement des cas, on pourrait dire des cas qui présupposent l'hypothèse extraterrestre, mais quand même des cas intéressants qui nous permettent, de la viande qui nous permet de faire de la compilation d'informations à ce niveau-là. Ouais. Puis, pour l'AQU, le volet, on va parler enquête, investigation. Ou entre guillemets, je suis bien compris, oui. Tu comprends? Il y a une personne qui est attitrée dans plusieurs régions du Québec. On a un enquêteur qui est attitré pour chaque région du Québec depuis qu'on l'a appointé depuis 1997. Puis, présentement, on collige l'information. Puis, depuis 2013 que l'AQU, avec leur site web, a un formulaire en ligne qui permet aux gens de rapporter leur notification d'OVNI. Donc, et depuis ce temps-là, qu'on pourrait dire que ça roule rondement au point de vue des cas rapportés puis des cas dans le programme de Chris Witkowski, qui est le projet annuel de UFO Survey. OK. Et si je t'arrête ici, là, Ricardo, si des gens qui nous écoutent ce soir, sans prendre position sur la nature des ovnis ou non, là, mais si les gens qui nous écoutent ce soir avaient observé ou observaient un phénomène aérien mystérieux, ils peuvent donc communiquer cette information-là à l'AQU. Ils s'y prennent comment? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une adresse Internet? Nécessairement, c'est l'adresse Internet du site Web. Tout était bien indiqué pour remplir le formulaire. L'adresse est le ovniexpert.com. Puis, les gens vont sur le site et remplissent un petit formulaire. Tout ça est confidentiel. Et puis, l'information qui sort sur le site Web, c'est seulement le data et non pas les données personnelles de la personne à ce niveau-là. Puis nous, à chaque année, on fait un rapport, nous autres aussi, un rapport annuel pour avoir un peu le profil de la personne qui rapporte le phénomène. Dis-moi, Ricardo, j'imagine que si les gens entrent dans leur moteur de recherche, Google et autres, si on entre simplement Association québécoise d'ufologie, on va rapidement tomber sur le site de l'AQU. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut faire, là. C'est écrit AQU, Québec, puis il n'y a pas de problème. On est un des premiers organismes qui va sortir sur le moteur de recherche de Google, simplement. OK. Dis-moi, Ricardo, quand je lisais le rapport de Chris Witkowski pour l'année 2019, donc publié il y a quelques semaines, mais qui regroupe l'ensemble des observations de 2019, et on constate effectivement que depuis quelques années, le Québec est principalement le premier pourvoyeur d'informations à Chris Witkowski. Il faut donc supposer que, comme tu l'as si bien dit, ça roule rondement pour la collecte des informations au Québec grâce au site de l'AQU. Oui, mais également, c'est le fait qu'il y a plusieurs organisations au Québec civiles qui s'intéressent au phénomène des ovnis. Donc ça aide pour les gens qui veulent rapporter leur cas, tout simplement. C'est-à-dire, comme tu vois, dans le rapport, c'est 35 tu as dit au début. Oui, c'est ça. L'AQU, ça compte pour 26 des rapports. Donc, il y a des rapports qui proviennent probablement de MUFON et du GARPAN également, 9 Donc,
fais l'ensemble des rapports. Puis la raison pourquoi je dis que l'AQU est assez crédible pour les gens maintenant, pour apporter des rapports, c'est que l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles l'année dernière, le déploiement des satellites Starlink. Oui. Ben, l'année passée, le soir même, ou c'était comme le 25 mai, ou le 24 mai, mais le 25 mai, l'AQU a reçu comme plus de 50 rapports qui sont rentrés à ce niveau-là. Tu vois, les gens ont comme associé l'AQU à l'idée de rapporter le phénomène OVNI. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que maintenant, depuis 23 ans que l'AQU existe, les gens ont associé l'AQU, même si c'est une organisation civile qui n'a pas de moyens, on fait de notre mieux avec... parce que nous, à l'AQU, comme tu as dit, tu as demandé si on avait des memberships. On n'a pas de membership. La manière que ça fonctionne, c'est une organisation de personnes. Et les gens qui s'intéressent au phénomène OVNI viennent à l'AQU. Puis si on voit qu'ils sont beaucoup intéressés par le phénomène, puis ils veulent être actifs, c'est là qu'on les approche pour devenir membres officiels de l'AQU. Okay. Mais on a beaucoup de membres passifs, pas passifs, participatifs, je veux dire, parce qu'on fait des soupers depuis une quinzaine d'années, on fait des soupers mensuels. Puis on a beaucoup de gens, d'ailleurs, tu es déjà assisté à ces soupers-là. Tu vois que c'est comme le microcosme de la société. Tu as des gens de tous les milieux qui viennent avec des histoires différentes, parfois farfelues, parfois plus sérieuses. Mais... OK. Dis-moi, Ricardo, quand on regarde le rapport de Chris Rutkowski, il mentionne à peu près un 3% de cas non identifiés. Comment vous en arrivez à décanter ces observations? Est-ce que, j'imagine que vous enquêtez pas sur toutes les observations qui sont signalées à l'AQU? Non. La manière qu'on fonctionne, nous, c'est que quand les gens signalent le phénomène, on regarde, on le filtre, et si on voit que c'est très intéressant, puis ça mérite une enquête par un de nos enquêteurs, on pousse l'enquête plus loin. Sinon, ce que l'on fait, on regarde l'information, on contacte, tous les témoins sont contactés. Tous ceux qui rapportent sont contactés, sont remerciés d'avoir fait leur témoignage, puis ça rentre dans les statistiques. C'est un peu comme tout ce que j'ai. Il faut comprendre que c'est des notifications, donc quand on dit d'observation, on veut dire c'est des notifications d'observation. C'est pas, on peut pas savoir si c'est c'est quoi le phénomène tant que les gens l'ont pas rapporté. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que les gens ont fait de l'enquête. Puis c'est certain qu'il y a 3% des cas qui restent inexpliqués, mais moi, je dirais que ce serait moins que ça à l'AQU. Je ne serais pas certain que c'est 3%. 3%, oui, peut-être parce qu'il manque de données également, mais 3%, je trouve... Parce que tu as été longtemps, toi aussi, dans ce domaine-là, avant d'être journaliste, puis tu sais très bien que des bons cas, tu en as un à tous les 10 ans, à peu près. Oui, absolument. C'est bien de le souligner, parce que 3% de cas non identifiés, ça ne veut pas dire que c'est 3% de cas qui sont spectaculaires. Il y a plein de raisons qui vont faire que des histoires d'OVNI ne seront pas expliquées, parce que souvent la mémoire du témoin est défaillante, parce qu'il n'a pas pris note exactement de la date ou l'heure où le phénomène s'est produit, son témoignage est un peu confus. Ça ne veut pas dire, ça n'implique pas la mauvaise foi du témoin, on se comprend bien là-dedans, mais souvent toutes les informations nécessaires à mener une bonne investigation ou à identifier le phénomène rapporté ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc ça fait que l'histoire ne peut pas être expliquée. Et dans d'autres cas, le fait de ne pas expliquer un événement, même s'il est bien documenté par le témoin, ne nous force pas à accepter qu'on est visité par des extraterrestres. C'est une hypothèse parmi d'autres, pas forcément celle qu'on doit favoriser, mais on n'a pas encore le smoking gun qui prouve qu'on est visité par des extraterrestres. Non, naturellement. Nous, c'est certain que le but visé, c'est d'essayer de valider l'hypothèse extraterrestre, mais on est capable d'être observateur, puis d'être objectif, puis de pouvoir décanter les cas, puis de s'assurer que les cas soient bien expliqués. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas, il y a un manque de données. C'est normal. Les gens sont souvent, comment je pourrais dire, sont très, très suspicieux, tu sais. Souvent, on a un manque de données au point de vue. C'est pour ça que dans nos rapports, souvent, on a un manque de données au point de vue des nominatifs, des données personnelles. Donc, c'est difficile un peu de cerner le profil type de l'observateur d'OVNI. Malgré que nous, on est arrivé au cours des années à observer que
qu'une quarantaine, environ 41% des gens qui rapportent le phénomène, c'était des gens qui avaient des études post-secondaires. Donc, c'est déjà pas si pire. C'est pour ça que je dis que c'est à peu près ça ressemble un peu... c'est un portrait probablement de la société d'aujourd'hui, parce qu'avec tous les émissions dans le domaine de l'ufologie puis les phénomènes inexpliqués dans les médias, c'est comme... on a l'impression que les gens prennent ça pour acquis aujourd'hui, ce phénomène-là. Dis-moi, Ricardo, en terminant, je regarde sur la liste des villes citées par Chris Rutkowski dans son rapport. Montréal vient en tête de liste. Et en 8e place, il y a la ville de Québec. Alors, est-ce que tu as une ou deux bonnes histoires d'ovnis non identifiées qui ont été signalées, soit à Montréal ou au Québec, peut-être parce qu'on a beaucoup d'auditeurs de Québec, tu vois, j'en ai sorti 2 rapports aujourd'hui. 2 rapports qui viennent de Québec, là, des rapports récents d'ailleurs. Un qui date du 16 août. Je vais te lire le verbatim de la personne. Là. Oui. C'est dans la nuit du 12 au 13 août, moi, ma petite fille de 12 ans, regardions les perséides dans le ciel et au-dessus de la haie de ciel un triangle gris foncé avec des lumières dans les 3 coins passées dans le ciel. OK. Nous étions toutes les 3 sans mots à se demander ce que nous vivions en même temps. L'objet ressemblait à un spinner. Tu sais, les spinners, c'est les petits appareils que les enfants mettent qui jouaient, là. Le truc où les enfants faisaient tourner sur leurs doigts. Le lendemain, j'en parlais à mon conjoint qui dormait la veille et pour lui faire comprendre, j'ai demandé à ma fille de dessiner ce qu'elle avait vu et la même chose à ma petite fille et ce sans le montrer à l'une ou l'autre de mon... Et de mon côté, j'ai fait le même exercice. Donc, puis elle trouve que le résultat est impressionnant. Donc, ils nous ont laissé des photos, des dessins. Je peux te les envoyer à un moment donné, te mettre ça sur ton site. Si vous êtes intéressé. Ça, c'était dans la région de Québec. D'ailleurs, je peux même te dire la région. Je l'ai ici... je vais regarder, voir. C'est dans la ville même de Québec. OK. Tout simplement. Donc les témoins ont vu une espèce de triangle gris avec qui devait se détacher sur le ciel et avec des lumières dans les hauts angles. Oui, en plein ça. OK. Puis il y en avait un autre ici que je t'ai sorti également, parce que tu m'as pas parlé de Québec. C'est un autre cas. Celui-là... un monsieur qui était sorti dehors fumer sa cigarette. Souvent, les témoins, ils vont tout le temps fumer à l'extérieur, puis c'est là qu'ils voient des ovnis, ça arrive souvent. C'est ça, lui, ce qu'il a vu, c'est un objet circulaire blanc, super lumineux, qui bougeait vaguement et silencieusement dans le ciel, avant de prendre vitesse vers une direction plus précise vers laquelle il l'a perdu vue derrière un édifice. OK. Il dit qu'il aurait voulu filmer l'événement, mais étant donné qu'il ne voulait pas quitter des yeux l'objet, ça a duré environ 30 secondes, donc ça s'en allait en direction du fleuve. OK. Donc celui-là, je pourrais te dire que c'est dans la région de Québec également. C'est 2 récents, lui, c'est au mois de juillet, celui-là. Okay. Puis ça, mais à chaque année, c'est ça, les régions de Québec, tu vois, cette année, la QU, elle en a répertorié de l'année passée, là, pour 2019, c'est environ 23 observations à la région de Québec, puis Montréal, c'était 26 observations. Ensuite, des autres groupes, ça fait à peu près 46, je crois. Pour moi. Comme je le mentionnais, l'exercice de Rutkowski, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il permet d'avoir une espèce de vision statistique des observations d'OVNI au Canada. Et bon, bien sûr, avec la collaboration de la Q, ça donne une vision statistique de ce qui est rapporté au Québec, sans forcément nous aiguiller vers une hypothèse plus qu'une autre. C'est-à-dire que Rutkowski, comme les rapports que j'ai pu consulter, là, parce que j'ai également le rapport provincial de l'AQU que tu m'as fait parvenir il y a quelques jours. On ne favorise pas dans ces écrits-là, même si la philosophie, bien sûr, de l'AQU, comme la plupart des groupements ufologiques, c'est de favoriser une hypothèse. Dans le cas de l'AQU, c'est de démontrer l'hypothèse extraterrestre, on ne s'en cache pas. Néanmoins, dans les documents, soit de Rutkowski ou le rapport annuel, on ne force pas principalement vers cette hypothèse et ça nous permet d'avoir une vision statistique du phénomène. Oui, puis il faut comprendre aussi que la QU ne prône aucune idéologie. On a des gens dans le groupe qui sont sceptiques. On a des gens qui sont naturellement croyants. On a toutes sortes de personnes. Donc, on n'a pas... On n'a pas une ligne de parti, je pourrais dire. Ouais. On ne prône pas une seule idéologie. La seule idéologie qu'on prône, c'est que les gens, il faut qu'ils s'intéressent à ce phénomène parce que ce phénomène-là existe quand même
depuis, on va dire, l'époque contemporaine des OVNI, 47, là, 75 ans, 80 ans à peu près. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est assez fascinant. Puis, je pense que à chaque année, il y a beaucoup de gens qui adhèrent, qui deviennent des adeptes du phénomène OVNI. Puis avec toutes les séries télévisées, les films, les longs métrages, on n'a pas le choix de s'y intéresser si on s'intéresse naturellement à des questions existentielles. Ouais. Comme les ovnis, le phénomène d'Antise, tout ça. Puis, comment je pourrais dire, c'est ça. Okay. Ben, Ricardo, écoute, c'est le fun que tu aies été des nôtres ce soir. J'imagine que les gens de Québec ont sûrement apprécié les observations locales qui ont été rapportées. Encore une fois, je rappelle aux gens, si vous observez des phénomènes aériens mystérieux, que vous avez envie de signaler ou de partager votre observation, il suffit simplement d'entrer dans votre moteur de recherche, Association québécoise d'ufologie, et vous allez tomber sur le site de l'AQU. Il y a en ligne un formulaire que vous pouvez remplir pour signaler votre observation. Ce fait un plaisir pour moi, Ricardo, de te parler ce soir. Encore une fois, il faudra qu'on se fasse un bon souper comme on le fait régulièrement. Alors, au plaisir d'une prochaine... C'était assez étrange parce que nous, comme tu sais très bien, nous, étant donné qu'on est des amis depuis tant de temps, quand on se parle pas officiellement devant toute la province de Québec comme ça. Merci beaucoup. C'est pas vraiment le langage qu'on emploie tout le temps. Là. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'était sympathique pour une première fois. Puis on se rappellera à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. OK, excellent, merci. Bye-bye. Salut, Rick. J'adore ça parce que les gens ont vu le fameux Starlink là, dans le ciel et ils ont eu le réflexe d'écrire. Puis après ça, ben oui, c'est un objet volant non identifié, mais après ça, on peut l'identifier, cet objet-là. Ils ont leur réponse rapidement. Oui, en fait, c'est toujours ça. Hein? Les observations d'objets volants non identifiés, le fait qu'on mette l'étiquette OVNI, ça ne veut pas dire qu'il va rester OVNI ad vitam aeternam. Exact. Tu sais, il y a des observations d'OVNI, comme tu l'as mentionné, le Starlink. Ces temps-ci, on peut voir la station spatiale. Toi-même, tu l'as vu, puis ça t'a intrigué pendant un instant. Donc, ce sont des phénomènes qui, pour un néophyte, peuvent paraître très mystérieux. Donc, on a envie de les signaler. Donc, on va essayer d'enquêter ou on va essayer de comparer ça à des données que l'on a. Si le phénomène reste non identifié, c'est possible que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, de nouvelles données, de nouvelles informations permettront de jeter un autre regard sur ces observations. Parce que c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, il y a des gens qui m'écrivent et c'est un peu de me reprocher de dire « Ah, c'est curieux parce qu'il y a 20 ans... » Quand ça fait très longtemps, comme moi, Yannick, qu'on est dans ce milieu-là, les gens en viennent à oublier le temps qui passe. Alors, on regarde sur YouTube une vidéo, on dit « Ah, voilà, ça c'est Christian Page. » Et là, il dit que telle ou telle observation d'OVNI est très intéressante. Et là, tout d'un coup, on tombe sur une vidéo plus récente où je dis « On a une explication pour ce phénomène-là. » Et là, les gens ont l'impression que je tiens un double discours, ce qui n'est pas vrai. La première vidéo qu'ils ont regardée date d'il y a 30 ans. Donc, en 30 ans, des événements se sont produits, des informations nouvelles sont arrivées qui nous permettent de jeter un autre regard sur cette observation. Donc, il y a des observations que je trouvais tout à fait intéressantes dans les années 80, qu'aujourd'hui, je peux balayer du revers de la main parce qu'on sait ce que c'était. Et il y a d'autres observations qui se sont produites il y a 30 ans, sur lesquelles j'ai enquêté. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication à fournir. Mais il faut faire attention, le temps passe, les informations nouvelles arrivent, on doit regarder à nouveau, on doit réévaluer certaines observations qu'on a cru peut-être longtemps être intéressantes et qui finalement ne l'étaient peut-être pas autant qu'on l'aurait cru. On doit absolument faire une pause. Bon, on fait une pause, Yannick, on se retrouve après la pause. Radio X Files. Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi soir. On est le 28 août 2020 en vous rappelant que sur la page Facebook Radio X-Files, on met les podcasts quelques heures après l'émission. Et si vous voulez en savoir plus sur Christian Page, christianpage.ca. On passe maintenant au segment Dérapage archéologique, Christian. Oui, avec Faustine Boulay. C'est une première partie d'entrevue, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission. Peut-être la semaine prochaine ou dans quelques semaines, on se fera cet exercice avec elle de comparer des tableaux, soit du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui montrent des anomalies sur les peintures que beaucoup ont associées à des phénomènes ovnis ou extraterrestres. Mais là, pour ce soir, on va parler avec Faustine Boulay. Elle est historienne de l'art. Elle est diplômée de l'École du Louvre. Quand même, ce n'est pas rien. Et elle est présidente de la
l'Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et ensemble, donc, dans cette première partie d'entrevue, on a discuté justement de ces dérives de l'archéologie et du besoin d'essayer de corriger un peu ce qui se véhicule dans les médias sociaux et même dans les médias mainstream. Voici donc cette entrevue avec Faustine Boulay. Faustine Boulay, vous êtes historienne de l'art, spécialiste en techniques anciennes. Vous êtes diplômée de l'École du Louvre. J'aime bien dans votre biographie, vous dites mon travail est de savoir comment les choses sont faites, pourquoi elles sont faites comme ça et comment sait-on qu'elles sont faites comme ça. Et c'est justement le grand questionnement que nous allons nous poser aujourd'hui parce que je vais faire appel à vos connaissances d'historienne de l'art. Vous le savez, dans l'univers du paranormal et de l'étrange, et principalement lorsqu'il est question d'ovnis, les amateurs aiment beaucoup se référer à des toiles ou des œuvres picturales anciennes pour décrire des visites extraterrestres. Alors nous allons faire en deuxième partie d'entrevue un exercice où on va explorer plusieurs de ces toiles et tableaux qui ont suscité une controverse, qui ont suscité des interrogations, et nous allons faire appel à vos connaissances pour décanter le tout. Mais avant tout, Faustine Boulay, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à ces Radio X-Files. La première fois que je vous ai contacté, c'est d'abord parce que j'ai appris la création de l'Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et c'est vrai qu'au cours des derniers mois, l'histoire a été plutôt malmenée par des réhistoriens, appelons-les comme ça, qui ont repris à toutes sortes de sauces des théories historiques qu'ils ont déformées, qu'ils ont travesties, principalement, et ça revient presque continuellement, il y a été question des pyramides d'Égypte. Je sais qu'en France, il y a eu ce documentaire qu'on a même ici beaucoup parlé au Québec, qui était la révélation des pyramides, et dans la foulée de cela, bien évidemment, toutes sortes d'individus sont allés de leurs théories un peu historiques. Je pense qu'il était grandement temps qu'on crée une association pour essayer de faire le tri entre cette désinformation de l'histoire et ce que l'histoire et l'archéologie nous a appris depuis 2 siècles maintenant. Alors, d'où vient cette idée de créer une association pour lutter contre la désinformation? Alors, l'idée de base, c'est de créer un peu une identité qui puisse être visible et de pouvoir s'organiser derrière cette même identité. Ça fait un petit moment que moi, d'autres aussi, font un très bon travail sur la lutte contre la désinformation, en histoire de l'art, beaucoup en archéologie, parce que c'est beaucoup le cas, sur les cas de négationnisme aussi, de récentisme, mais ça reste un peu chacun dans son coin. Donc l'idée là, c'était vraiment de pouvoir créer une association, donc une identité propre, pour permettre de s'organiser autour d'une même problématique. Le but de l'association, c'est donc non seulement de pouvoir organiser ensemble les mêmes acteurs contre la désinformation en histoire de l'art, en archéo, en histoire, mais aussi de permettre aux personnes qui sont, je pense par exemple à certains journalistes qui peuvent se trouver face à des cas de désinformation, en fait d'avoir un référent, de pouvoir contacter des personnes qui vont pouvoir les informer sur les scientifiques à contacter. C'est aussi dans le but de s'adresser au grand public, c'est-à-dire de pouvoir proposer au grand public des conférences, des activités qui vont les informer, les questionner aussi sur les documentaires qu'ils peuvent voir sur Internet, sur les informations qu'ils peuvent voir circuler, sur les dangers qu'il peut y avoir derrière ces informations aussi, et puis de leur permettre de connaître aussi les méthodes scientifiques. Parce qu'on reste auprès du grand public avec une image un peu fantasmée de l'archéologie et pouvoir proposer au grand public justement l'explication de ces méthodes, de se confronter à ces méthodes, c'est selon moi un bon moyen aussi de lutter contre la désinformation, tout simplement par l'éducation. Parce que dans ce domaine, il ne faut pas se le cacher, on a l'impression qu'il y a un fossé qui se fait entre le public et la communauté scientifique. Tout à fait. Dans le cadre d'émissions précédentes, je me rappelle, lorsqu'on avait parlé des révélations des pyramides, j'avais fait une émission avec Jean-Pierre Adam, qui est un archéologue, architecte bien connu chez vous. Et j'avais fait également, on avait parlé aussi de ces momies retrouvées au Pérou, ces momies à 3 doigts que on nous a présentées comme étant peut-être des extraterrestres. Il y a eu un énorme
énorme tapage médiatique sur le web à propos de cela. J'avais fait encore une fois une entrevue, cette fois avec Alain Froment, qui était attaché au Musée de l'Homme à Paris. Mais j'ai constaté en faisant cette démarche qu'il est difficile de trouver dans la communauté scientifique des gens qui sont prêts à parler de ces sujets populaires. On a comme l'impression que pour la communauté scientifique, c'est un tout autre univers, ces gens qui spéculent sur l'histoire, et il n'y a pas de courroie de transmission entre le fait historique, le fait archéologique, le fait scientifique et le public en général, qui se laisse assez facilement bercer par des hypothèses fantastiques. Alors je pense en effet qu'il y a un vrai gap entre le grand public et ce que va être la recherche et la publication scientifique. C'est vrai que les scientifiques, en tout cas les chercheurs, ils n'ont pas forcément le temps de vulgariser, de bien vulgariser. Et une publication scientifique, elle n'est pas forcément évidente à lire pour le grand public. On est face à des personnes qui ont 10 ans et bien plus d'études, qui sont très pointues sur leur sujet. Donc, ça peut être compliqué pour le grand public de comprendre ça. Et de l'autre côté, de la part du grand public, on a un véritable intérêt pour l'archéologie, pour l'histoire de l'art, etc., en plus d'un intérêt pour le mystère, ce qui est tout à fait normal. On aime ce qui est magique et mystérieux. Mais du coup, on se retrouve avec ce fossé qui est très bien exploité, justement, par les gens qui produisent de la pseudo-archéologie, de la pseudo-histoire de l'art. Donc, des personnes qui vont venir avec des histoires qui ne sont pas scientifiques, qui sont de la réinvention, de la réécriture, qui vont se parer du manteau de l'archéologie, du manteau de l'histoire de l'art pour paraître scientifique, mais ce n'est pas le cas. Et ce fossé-là, j'ai un peu l'impression que du côté scientifique, on n'a pas vraiment envie d'y mettre les pieds. En tout cas, une certaine partie des scientifiques, parce que d'un côté, c'est se mettre sur le même plan que ces pseudo-archéologues, et on n'a pas envie de leur accorder plus d'intérêt que ça. Et aussi peut-être un refus de comprendre ce qui peut se passer. J'ai assisté à plusieurs colloques sur l'écriture contemporaine via les réseaux sociaux, notamment de l'histoire, etc. La question du fake news, de la désinformation n'a pas été abordée. C'est pas un sujet qui, plus dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression tout de même, mais qui se pose la question. Enfin, c'est pas un sujet qui se pose dans le monde scientifique, un peu moins. On a quand même Jean-Pierre Adam ou Jean-Loïc Lequelec qui travaillent sur ce sujet. Jean-Pierre Adam qui a sorti un ouvrage justement sur la pseudo-archéologie. Donc, on a quelques scientifiques qui s'y intéressent. J'ai quand même envie de dire qu'on a quand même beaucoup de jeunes scientifiques, des gens de ma génération, qui donc ont grandi aussi avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec du coup la diffusion de ces fake news, qui se rendent peut-être un peu plus compte de la diffusion de ces choses-là, et qui interviennent beaucoup sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire qu'on va beaucoup intervenir sur YouTube, par exemple. Je pense à certaines chaînes comme Passé Recomposé ou Scam, où on a pu faire des lives avec des réalisateurs de documentaires pseudo-archéologiques, pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, etc. Et des lives où on va débunker justement tous ces documentaires. Donc c'est vrai qu'il y a une distance. Il faut que les scientifiques se réapproprient ce fossé entre le grand public et la science. Après, il faut aussi reconnaître qu'être vulgarisateur, c'est un métier. Et tout le monde n'est pas forcément apte à bien vulgariser. Une conférence scientifique, c'est pas forcément très intéressant pour le grand public, ça peut paraître ennuyeux. Savoir restituer l'information de manière à ce qu'elle soit aussi agréable pour le grand public, c'est un métier aussi. Donc je pense qu'il faut aussi travailler sur ces questions. C'est ce que j'essaye de faire moi, d'un côté personnel, au travers de conférences ou au travers de mon métier. Et c'est ce que d'autres aussi font beaucoup. Donc je reste assez optimiste sur l'avenir de la vulgarisation scientifique. Après, oui, il faut reconnaître que la responsabilité, je pense, de ce gap, de ce fossé entre le grand public et la science, il ne faut pas juste l'imputer qu'aux pseudo-archéologues. On a une part du côté scientifique, de désintérêt de cette chose-là qui fait que ça marche, quoi. Ouais, j'allais dire, moi-même, quand j'ai fait ces émissions, j'ai contacté plusieurs historiens et archéologues.
Et ultimement, ces gens-là ont simplement refusé de participer à l'émission en disant tout ça, l'histoire des pyramides, les momies, tout ça, c'est de la foutaise. Et ça, je trouve ça très malheureux parce que, et bien sûr, les gens de ce milieu-là, du milieu de l'étrange ou du paranormal, vont, d'une certaine façon, diaboliser les milieux de l'histoire, disons, officielle, académique, et ça n'arrange pas les choses à ce moment-là. Non, c'est vrai que ça... Et c'est là que le danger se fait, c'est qu'à partir du moment où on entretient une méfiance, voire une défiance envers la science, on a un glissement qui se fait assez facilement vers le complotisme et toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, c'est un phénomène qui se comprend, je pense, assez facilement. Et il y a une chose que je déplore aussi vis-à-vis de l'attitude que peuvent avoir certains scientifiques, c'est de repousser ça d'un revers de main en disant c'est de la foutaise, il suffit de lire quelques documentations, il suffit de se renseigner. Savoir faire de la recherche, c'est pas forcément inné, c'est pas forcément plaisant non plus. Faire de la science, ça prend du temps, c'est fastidieux, c'est douloureux aussi. Moi, je garde pas très souvenir de mes périodes de recherche, j'avoue. Donc, c'est pas agréable, c'est vrai. Et je comprends que naturellement, quand on est face à quelque chose qui nous intéresse, par exemple l'Égypte, et qu'on va nous vendre quelque chose qui va être mystérieux, qui va être aussi beaucoup plus accessible en un sens, parce que ça va jouer sur nos émotions, on va pas avoir besoin d'avoir énormément de bagages scientifiques pour le mener, ça va être jouer beaucoup sur nos instincts ou nos pseudo-instincts. Et de l'autre côté, on a la recherche scientifique avec beaucoup de lectures, avec beaucoup de textes, de mots qu'on ne comprend pas forcément, qui peuvent paraître un peu compliqués, etc. C'est un effort qui est quand même conséquent. Donc je comprends, même si je ne valide pas forcément la chose, que de la part du grand public, l'effort soit un petit peu trop douloureux. D'où l'intérêt d'une bonne vulgarisation. Et après... j'ai l'impression que ce côté scientifique, certains scientifiques ne comprennent pas forcément le fait que quand on est un quidam, on n'a pas forcément envie de se lancer, on n'a pas forcément le courage de se lancer dans telle chose, mais on n'a pas non plus forcément toutes les données qui permettent de mener à une recherche, de mener à une réflexion scientifique, etc. Et là, j'allais dire que vous marquez un point parce que c'est souvent une connaissance à plusieurs étages. Moi, je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens qui étaient des amateurs d'OVNI et ces gens-là ignoraient quels étaient les enjeux de la guerre froide, par exemple. Et à partir du moment où tu ne connais pas les enjeux de la guerre froide dans les années 40, 50, qui opposaient l'Union soviétique de l'époque avec les États-Unis, on ne peut pas comprendre quelle était la volonté des Américains de documenter tout ce qui traversait le ciel et de mettre une espèce de couvercle de secret au-dessus de ça, parce que, bien sûr, pour eux, OVNI était peut-être synonyme d'une menace, d'une invasion russe. Mais si on ne connaît pas les tenants et aboutissants de la guerre froide, il est bien difficile de pouvoir donner une opinion objective sur l'appréhension des Américains face à la question des OVNI dans les années 40 et 50. Donc, il faut avoir d'une part une connaissance en histoire, une connaissance en politique de cette époque, donc cette politique qui opposait les Américains à l'ancienne Union soviétique, et ensuite avoir des connaissances à tout le moins dans le domaine de la physique atmosphérique pour essayer de comprendre quels sont les différents phénomènes qui auraient pu induire des erreurs d'interprétation. Donc on est à plusieurs niveaux et c'est vrai que tout un chacun n'ont pas nécessairement cette connaissance dans plusieurs disciplines. C'est ça. Comme je dis, faire de la science, c'est un travail qui demande du temps, qui demande beaucoup d'efforts, qui peut être fastidieux. Et devoir faire cet effort-là, faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Hein. Je pense que toute personne qui a fait de la recherche, c'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est de comprendre de la part des scientifiques qui ont fait de la recherche, ça n'a pas été non plus extrêmement simple pour eux non plus. Hein. Donc on sait que c'est fastidieux, on sait que c'est compliqué, mais c'est là où ça marque un point qui est très intéressant, c'est que l'avantage, si je peux dire de manière un peu ironique, de la pseudo-archéologie, de la pseudo-histoire de l'art, c'est que ça balaye tout ça. On n'a pas besoin du contexte, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit historique. On a juste besoin finalement de notre petite sphère à nous, en fait. Donc c'est très ethnocentré, c'est très centré sur notre monde contemporain.
Et à partir du moment où nous ne pouvons pas comprendre, la chose passe d'office dans le monde mystérieux, etc. Alors qu'on peut avoir fait énormément de recherches, les scientifiques peuvent avoir fait énormément de recherches sur ces milieux-là, on peut avoir beaucoup de documentation sur le contexte historique, sur le contexte social, la pseudo-archéologie, la pseudo-histoire, balaye tout ça, il n'y a pas besoin. Donc ça demande beaucoup moins d'efforts, mine de rien, de pouvoir faire ça. Mais vous devez savoir, Faustine Boulay, qu'il y a aussi dans cet univers-là, il y a des gens, peu importe l'argumentaire que l'on proposera, ces gens-là sont un peu embrigadés dans leurs croyances et ils vont au mieux diaboliser les milieux académiques ou tout simplement les calomnier. Et même parfois, j'ai vu passer des échanges qui étaient presque orduriers lorsque des gens essayaient de ramener un peu les pendules à l'heure. Ce fut le cas, par exemple, de ces histoires de momies à 3 doigts découvertes au Pérou. Je sais que dans des courriels, on a échangé à ce propos-là. Il y a une espèce de pillage du patrimoine qui se fait dans ce domaine-là. Il y a une accaparation également. Encore récemment, je discutais avec des gens en disant, c'est curieux parce qu'on a toujours l'impression, lorsque l'on parle par exemple des pyramides, c'est de dire que les gens de l'Antiquité étaient incapables de tracer une ligne droite ou d'empiler quelques blocs de pierre. C'est comme si obligatoirement ces gens-là auraient besoin ou auraient eu besoin d'une intervention extraterrestre parce que on méprise un peu les civilisations de l'Antiquité, comme si ces gens-là étaient... Combien de fois j'ai entendu l'expression, il y a 4 ou 5 000 ans, les gens étaient vêtus de peau de bête. On a entendu ça, par exemple, dans le documentaire sur la révélation des pyramides. Mais c'est du fantasme incroyable qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Vous, Faustine Boulay, cette histoire, par exemple, des momies péruviennes, vous l'avez suivie sans aucun doute. C'est un Français qui était derrière tout ça, Monsieur Jamin, qui a été un peu le propagandiste de tout ça. Vous réagissez comment quand vous voyez cette espèce de pillage du patrimoine? Alors, moi, personnellement, ça me met très en colère, mais comme beaucoup d'autres archéologues, beaucoup de scientifiques, parce que là, on est vraiment sur le danger de ce qu'est la pseudo-archéologie, c'est qu'on est non seulement sur une réécriture des faits, mais sur clairement de la destruction et du pillage archéologique. En soi, les premières petites momies qui ont été des assemblages, ces petites poupées, bon, on est dans de l'arnaque archéologique. Mais à partir du moment où on va toucher à ce sont des restes humains, on a rien, on a aussi l'enfant, le bébé qu'on va mutiler, puisqu'on va non seulement sortir ces momies de leur lieu de repos, des tombes d'où elles viennent, elles vont être mutilées, elles vont être baladées on ne sait où. On est face à un mépris là du patrimoine péruvien qui est total. Et là où moi en plus ça me pose problème, c'est qu'on a eu M6, donc une chaîne de télé française, qui a fait un petit reportage dessus, où il y a quelques débunks, mais ça reste très complaisant tout de même. J'ai trouvé moi personnellement que ça reste très complaisant, et on n'aborde pas cette question-là, qui est le pillage et la destruction archéologique. Juste pour une information, c'est que l'archéologie, notre histoire de l'art, l'archéologie, c'est du coup ce qui construit la culture matérielle d'un peuple. C'est ce qui construit aussi son identité. Le faire disparaître, c'est grave. C'est grave pour l'histoire du peuple en question et pour l'histoire de l'humanité, en fait, tout simplement. Et la question qu'il y a derrière aussi, que je trouve assez intéressante, c'est que ces histoires d'extraterrestres qui viennent construire ces monuments, ou en tout cas apporter la connaissance aux Égyptiens, aux Mayas, etc., curieusement, ils ne viennent pas en Occident. C'est-à-dire que les seuls peuples qui ont eu besoin d'aide, ce sont des peuples non occidentaux, donc des peuples non blancs. Et cette pensée-là, elle est quand même assez ancienne, on la trouve à partir vraiment du 19e siècle. On commence à voir cette fracture entre ce qui sera l'archéologie scientifique et ce qui sera aussi l'histoire de l'art scientifique, et ce que sera l'archéoromantisme et une vision très, très, très old school de l'histoire de l'art. Donc la fracture se fait là, et c'est à partir de là qu'on va voir, surtout autour de l'Égypte, je pense à Pazzi Smith, etc., une volonté de montrer que les peuples qui ont construit les pyramides, qui ont construit les temples mésoaméricains, etc.,
ce ne peut pas être les autochtones là-bas. C'est pas possible. Voilà. Quand on entend dire tout de même que le reste du monde se balade en peau de bête déjà dans les premières minutes d'un documentaire où on se dit que on a les pyramides, on a quand même la vallée de l'Indus, enfin, il y a énormément d'autres sites qui sont impressionnants et il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Ce sont les peuples de l'époque qui ont pu construire ça et ça, rien que ça, c'est merveilleux. C'est dire que c'est des gens sans grue, ont pu construire ça. Et le fait de les déposséder de ça, en allant jusqu'à détruire matériellement du patrimoine archéologique, c'est quand même c'est révoltant. Et je pense que tous les scientifiques qui ont été confrontés à cette affaire sont révoltés. Puis, je comprends également que les gens ont très souvent, on veut se laisser bercer par des mythes ou des trucs tout à fait fantastiques, mais les gens ont généralement une mauvaise connaissance historique de l'environnement dans lequel se trouvent ces monuments. Par exemple, si on prend l'Égypte antique, beaucoup de gens croient qu'il n'existe que 3 pyramides en Égypte et ce sont celles du plateau de Gizeh. Alors que l'histoire de l'Égypte nous montre bien une évolution dans l'architecture. On passe des mastabas aux pyramides à degrés, de la pyramide à degrés aux premières pyramides lisses. La pyramide rhomboïdale, d'ailleurs, montre bien qu'on ne maîtrisait pas tout à fait encore l'art de la pyramide avant d'arriver aux pyramides du plateau de Gizeh. Donc, on voit une évolution dans l'architecture. Hein, c'est essai-erreur, essai-erreur. Et à partir de là, on voit bien un apprentissage qui n'a rien à voir avec une connaissance soudaine arrivée par le biais de quelques extraterrestres. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a d'autres pyramides en Égypte autres que les 3 pyramides du plateau de Gizeh. C'est ça. C'est même au-delà des pyramides, on a des constructions de temples, de sanctuaires religieux qui sont très impressionnants. Et rappelons que l'Égypte, c'est pas seulement 2 ou 3 siècles, hein, ça s'étale sur plusieurs milliers d'années, l'histoire de l'Égypte. Donc on va réduire tout ça à finalement l'Égypte se réduit aux 3 pyramides et au Sphinx du plateau de Gizeh, en faisant abstraction, vraiment comme vous disiez, de tout ce qu'on peut avoir autour, donc même, j'ai envie de dire, de l'habitat des ouvriers, des traces qu'on peut avoir. Donc on a ici des œillères qui sont mises et qui empêchent de voir correctement ce qu'est la culture égyptienne, enfin, l'histoire de l'Égypte ancienne, et ce qui biaise totalement. En tout cas, pour l'opinion publique, ça est totalement biaisé. Alors c'est vrai que forcément la pyramide de Khéops est très très impressionnante, mais j'ai envie de dire le temple d'Hatchepsout tout autant. Oui. C'est amusant parce que sur les chantiers archéologiques, moi, je m'amuse lorsque des gens me parlent, par exemple, soit les Atlantes ou une super civilisation ou encore des extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte. Je pose toujours la question, mais que fait-on des milliers de marteaux de dolite qu'on a retrouvés sur le chantier des ouvriers? Est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont dit on va mettre des marteaux de dolite pour tromper les archéologues du futur? Et non seulement les outils qu'on trouve sur place, mais des illustrations qu'on peut voir aussi. C'est-à-dire que les Égyptiens, les anciens Égyptiens, vont représenter vont se représenter en train de sculpter des vases, en train de sculpter des pierres, en train de déplacer même des monuments. Donc, on a visuellement aussi énormément d'informations. Au niveau de l'outillage, on aura non seulement les outils, mais aussi les traces d'outils sur les pierres, etc. Et puis on va avoir les écrits aussi. Je pense par exemple au papyrus de Merer, où on va avoir un compte rendu du coup de ce qui se passe dans une carrière de pierre pour la construction de la pyramide de Khéops. Donc on a tout de même, je ne peux pas dire que l'archéologie est une science qui apporte une vérité absolue, mais on a un faisceau d'indices qui est quand même qui nous oriente très largement sur le fait que c'est quand même eux qui les ont construits, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a un cheminement de pensée, on a les illustrations, on a les textes, on a les traces d'outils, on a pu d'ailleurs grâce à ça et grâce à l'archéologie expérimentale comprendre comment ils travaillaient. Et ça fonctionne. C'est ça qui est bien en plus, c'est que ça fonctionne. Donc on a l'égyptologie, en tout cas l'archéologie, ne répond pas à toutes les questions. Et tant qu'il restera des questions, il y aura encore des archéologues pour se poser des questions, pour pouvoir faire des recherches dessus.
c'est le jeu de la science, en fait. C'est comme ça. Ouais. Je répète souvent aux gens, vous savez, en archéologie, il y a plein de mystères pour lesquels les historiens, les archéologues n'ont toujours pas de réponse. Mais dans ce domaine-là, il faut, je pense que la pensée doit s'articuler autour du fait qu'on a un ensemble d'hypothèses et il faut toujours partir de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. Et dans le schéma, par exemple, des pyramides, entre imaginer des ouvriers qui vont construire des rampes pour acheminer les blocs, bon, dans un premier temps de la carrière jusqu'au plateau de Gizeh, du plateau de Gizeh ensuite sur des rampes pour les monter, l'hypothèse paraît plus vraisemblable en fonction des éléments dont on dispose, les outils, les dessins, l'écriture, versus des rampes. Les ports artificiels près des pyramides qui permettaient de rapprocher justement les bateaux. Donc on se retrouve avec une hypothèse plus vraisemblable que celle d'imaginer que des extraterrestres débarquent de leur soucoupe volante et avec des mécanismes antigravité soulèvent les blocs pour les assembler et faire la pyramide. Là, on est dans l'hypothèse la moins vraisemblable. Voilà, en fait, c'est considéré que c'est un peu comme une enquête policière. On va dire, le crime, c'est la pyramide et le but du jeu, c'est de savoir comment elle en est arrivée là. Et on va donc réunir tous les indices qu'on peut pour permettre de formuler une hypothèse. Sachant qu'en science, le but du jeu, c'est pas de trouver son hypothèse et de trouver tout ce qui la valide en effaçant et en mettant de côté ce qui ne correspond pas à notre hypothèse. C'est tout le contraire. On va émettre l'hypothèse d'après tous les indices qu'on a et on va tout faire avec ce qu'on a sous la main pour pouvoir ébranler cette hypothèse, pour la remettre en question. Et si malgré tout elle tient, c'est qu'elle est très vraisemblable. Et c'est le cas pour le fait que, oui, ce sont des anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides. Entre cette hypothèse-là, avec tous les indices qu'on peut avoir, et l'hypothèse extraterrestre où on n'a rien, à part des écrits d'un monsieur qui s'est bien enrichi sur la question, là, c'est juste une question de bon sens. C'est-à-dire, je ne reprocherai jamais aux gens de vouloir rêver, je ne reprocherai jamais aux gens de vouloir trouver du mystère, parce qu'il y en a toujours, hein, partout, et d'être curieux, surtout, c'est très important qu'ils le soient. Il faut juste le faire avec toutes les données qu'on peut avoir sous la main. Et quand on refuse de prendre en compte toutes ces données, et qu'on ne choisit que celles qui nous arrangent, on appelle ça la cueillette des cerises ou cherry picking, c'est tout de même malhonnête. Et fonder une hypothèse sur des choses malhonnêtes, ça pose question tout de même. Ouais, et dans bien des cas, on est en présence ici d'un billet de confirmation. Je choisis ce qui fait mon affaire et je laisse tomber tout le reste. En fait, l'idée de critiquer l'hypothèse, c'est assez amusant parce qu'on voit aussi ce fossé entre la pensée scientifique et la pensée du rêve. Si vous allez, par exemple, dans le domaine scientifique, on collige de l'information. On fait, comme vous l'avez mentionné, la réfutabilité de l'hypothèse. Donc, on la met à mal pour voir si elle va tenir le coup. Et à partir de là, il y a publication. Et par la publication, on espère qu'il y aura critique par les pairs. Et la critique fait partie de la démarche scientifique. Si vous allez sur des sites, par exemple, le mystère des pyramides, le mystère des extraterrestres à trois doigts, dès que vous évoquez des hypothèses autres ou que vous remettez en question les propos soutenus, vous êtes rapidement mis de côté. Comme on dit par ici, vous êtes floché. On vous retire du site parce que, visiblement, votre discours ne convient pas. Il ne correspond pas à l'idée que l'on veut entretenir sur ces sites. Et ça va directement à l'encontre de la pensée scientifique. C'est ça. Et ce qui est très curieux, c'est que, c'est drôle, mais c'est que les pseudo-archéologues ou tous les tenants de ces sites-là vont reprocher à la science officielle de vouloir les museler, de ne pas les laisser parler, de leur faire des coups de pression, etc., de les menacer parfois. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un de la science officielle le faire, d'après tous mes contacts. En revanche, personnellement, moi, j'ai déjà reçu des mails d'insultes, j'ai déjà été virée de groupes de parole, justement, sur la question de l'Égypte ancienne, des choses comme ça. J'ai des amis qui ont déjà reçu des menaces de mort, donc on se demande où finalement est la pensée dogmatique et la pensée intolérante.
Faustine Boulay, bienvenue dans le club parce que depuis des années, je suis l'objet de toutes sortes de déboulonnages de la sorte par les tenants d'hypothèses un peu fantaisistes. J'ai écrit un ouvrage à un moment donné sur les théories du complot et on s'entend bien sur les théories des super complots parce que lorsque l'on parle du World Trade Center, lorsque l'on parle de l'attentat contre le président Kennedy ou des Illuminati et les reptiliens, on n'est plus dans la simple théorie du complot, c'est la théorie du super complot. Et rapidement, on peut déboulonner assez rapidement ces argumentaires-là. Nous ne sommes pas allés sur la Lune et compagnie. Et là, évidemment, je suis devenu un agent dans le rouage du gouvernement pour faire de la désinformation. Et là, s'ensuit, bien sûr, les courriers, les courriels orduriers et les menaces. Vous avez mentionné les menaces. Je me rappelle, à la station de radio où je travaille, on a dû éventuellement s'assurer qu'un gardien de sécurité était à la porte parce que des gens menaçaient de me faire un mauvais parti parce que j'avais dénoncé les chemtrails et le fait que j'avais dénoncé le World Trade Center. Donc, c'est tout à fait vrai. Les gens prétendent que c'est les milieux académiques qui mettent un bâillon sur leur discours, alors que eux servent exactement la même médecine à leurs détracteurs. C'est ça, et on sombre dans des choses qui sont assez dangereuses. J'estime qu'à partir du moment où on menace quelqu'un de mort, pour ces idées qui sont en plus argumentées, en ce qui concerne la science, on est sur quelque chose qui est quand même assez dangereux, proche du fanatisme religieux. Et ces gens-là qui souvent se cachent derrière l'image de Galilée, qui aurait été opprimé pour ses idées et qui malgré tout avait raison. Je rappellerai juste que Galilée, d'un point de vue scientifique, il était soutenu. C'est la religion qui lui a demandé de revenir sur ses écrits, de revenir sur ses dires et de se taire. Donc c'est la religion qui l'a condamné. Ouais. C'est la croyance qui l'a condamné, c'est pas la science qui l'a soutenu. Et c'est vrai qu'aussi dans la pensée, dans le discours de ces gens-là, c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle l'effet Galilée, c'est d'essayer de présenter que les marginaux ont toujours raison. Non, dans l'histoire de la science, les marginaux ont généralement tort. Et ça, il faut bien le retenir. Et c'est pas parce que j'ai entendu ça des personnes qui du coup disaient on mesure l'importance de ce que l'on dit à la force au nombre de personnes qui essayent de nous faire taire, grosso modo. J'ai envie de dire, à ce moment-là, on va tomber sur le point Godwin, mais Hitler avait aussi beaucoup d'opposants, c'est pas pour ça que ce qu'il a fait est bien. Il faut vraiment remettre du coup les choses dans un contexte particulier. Si on adopte la méthode scientifique, à l'heure actuelle, c'est parce que c'est celle qui marche le mieux pour éviter de sombrer dans les biais. Ça arrive, même les archéologues, les scientifiques, on n'est pas parfait. Mais ça évite de sombrer dans des biais, ça évite de se tromper au maximum. En tout cas, ça permet surtout de remettre en question l'hypothèse première, si elle est fallacieuse, si elle ne correspond pas, et surtout de pouvoir avancer. C'est-à-dire que la méthode scientifique permet, en fonction des données qu'on va avoir au fil du temps, de remettre en question tout ce qu'on a eu avant, en fonction des nouvelles données, en fonction des nouvelles informations qu'on peut avoir. À l'heure actuelle, c'est vraiment la seule méthode qui nous permet d'être le plus objectif possible, sans qu'on le soit jamais totalement. Mais c'est ce qui permet de nous préserver, en tout cas pour l'histoire de l'art, l'archéo, l'histoire de l'art, ce dont on parle, de la réécriture politique de l'histoire, de la destruction de vestiges archéologiques, de la surinterprétation, de la mésinterprétation et des conséquences qu'il peut y avoir derrière de tout ça. Je rappellerai quand même que la question de l'histoire, de l'archéologie, c'est quand même des choses qui vont être essentielles dans la politique, même encore aujourd'hui. Oui. Au XXe siècle, on a connu l'archéologie nazie, qui avait un but particulier. C'est un sujet qui est quand même important. Il s'agit de l'identité d'un peuple, il s'agit de la manière dont il va se concevoir aussi par rapport aux autres, etc., etc. Faustine Boulay, j'admire le travail que vous faites en France, notamment l'idée de cette association de lutte contre la désinformation en histoire. Je pense que c'était bien avenu de mettre de l'avant une organisation comme celle-là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut fascinant. J'ai été très contente de participer à cette émission aussi. Et puis, si je peux continuer à partager et vulgariser, que ce soit avec l'association ou personnellement, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Faustine Boulay.
Donc voilà, c'était la première partie de l'entrevue avec Faustine Boulay, historienne de l'art, diplômée de l'École du Louvre et spécialiste en technique ancienne. Effectivement, et en fait, elle reprenait aussi des propos qu'on tient souvent à l'émission des Radio X-Files, c'est-à-dire que essayer la science, ça marche. Parce que on peut pas, on lance pas la pierre aux gens qui vont croire à toutes sortes d'histoires qui sont un peu merveilleuses et fantastiques. C'est bien et ça peut être un excellent divertissement, mais à un moment donné, il faut faire un peu l'effort d'aller au-delà de ça. Comme le dit si bien Faustine, c'est vrai que parfois, ça peut paraître barbant de lire des périodiques scientifiques puis de regarder ce qui se fait du côté de la science, et ça brise un peu le rêve. Mais malheureusement, il faut essayer de se dire qu'on ne peut pas continuellement mettre de l'avant le rêve au détriment de la vérité. Et c'est un peu la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut avoir raison dans le genre « les extraterrestres ont bâti les pyramides ». Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux la vérité? Ouais. Malheureusement, bien souvent, les gens veulent, même s'ils disent qu'ils veulent la vérité, ce qu'ils veulent, c'est une confirmation de ce qu'ils croient. Donc, si je crois que ce sont des extraterrestres qui ont influencé les civilisations de l'Antiquité, ben, je vais essayer de me documenter, mais je vais me documenter de manière un peu biaisée en allant vers des sources qui viennent confirmer mes croyances. Et ça, ben, c'est très malheureux, mais c'est le propre des êtres humains. On est tous comme ça. Je l'ai fait, probablement que toi aussi, Yannick, tu l'as fait. Tout le monde fait ça. Mais à un moment donné, quand on est conscient de ce danger-là qui nous guette, ce danger de biais de confirmation, parce que ça fait notre affaire, comme on dit, mais quand on est conscient de ça, ça nous permet d'être plus vigilants pour ne pas tomber dans des pièges faciles. Christian, je te souhaite une belle soirée, un beau week-end, de même qu'aux auditeurs. Oui, parfait. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. 18h. Ciao. Radio X Files. Radio X.